Alors, bonsoir tout le monde. Alors, dans la deuxième partie, on va s'intéresser à l'étude du prisme optique. Alors, on veut dire par prisme, toute pièce dont la section droite est formée par un triangle. Alors, on peut schématiser le prisme par le dessin suivant. Donc, on a ici une interface d'entrée et là une interface de sortie. Alors, ce qui se passe ici, ça ne nous intéresse pas au niveau de la base. C'est pas intéressant. On va s'intéresser principalement à ce qui se passe entre ces deux plans inclinés. Donc, ils forment au sommet un angle A. Ici, j'aurai l'entrée pour laquelle je vais prendre la normale au point d'incidence I. Voilà. Et je vais prendre un rayon lumineux incident sur cette normale. Ce rayon, il fait avec la normale un angle d'incidence I. Alors, je vais prendre pour la section droite du prisme, je vais prendre un indice optique N. Et je vais considérer que le prisme, il est, disons, entouré par un milieu d'indice optique N0 égale à 1. Pour simplifier la mise en place des relations définissant le comportement du prisme lorsqu'il est excité par de la lumière. Or, puisque je passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent, donc le rayon lumineux qui va émerger de la première interface d'entrée va se rapprocher, disons, de la normale. Donc j'aurai quelque chose comme ça. Voilà. Ça, c'est l'angle R. Or maintenant, je trace la nouvelle normale. Au point d'incidence, je vais noter ici I'. Donc je trace la normale en ce point. Donc j'aurai ici I'. Voilà, ça c'est I'. Pour l'instant, on va rien dire sur ce qui se passe au niveau de l'interface de sortie. Donc, disons, on va supposer pour l'instant, on va supposer qu'on aura un rayon émergent. Alors, puisqu'on passe d'un milieu maintenant d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent, l'indice optique N est toujours pris supérieur à N0. Donc maintenant, le rayon lumineux qui va sortir, il va s'éloigner un petit peu de l'axe optique, de la normale de l'interface de sortie. Donc j'aurai ici un angle de sortie I'. Et je vais appeler l'angle d'incidence au point I', je vais l'appeler R'. Alors maintenant, essayons de développer les différentes relations qui gouvernent le comportement optique de notre prisme. Alors commençons d'abord par l'interface d'entrée. Alors au niveau de l'interface d'entrée, au point d'incidence I, donc on peut appliquer la deuxième loi de Snell-Descartes, ce qui nous permet d'écrire sinus de I, vu que l'indice optique du milieu dans lequel est noyé le prisme, il est égal à 1, donc ce n'est pas la peine de le noter. Donc j'aurai directement sinus de I égale N sinus de R. Et au point I', au niveau de l'interface de sortie, j'aurai la relation suivante. N sinus de R égale sinus de I'. Donc ces deux relations résultent de l'application de la deuxième loi de Snell-Descartes pour la réfraction au niveau de l'interface d'entrée et de l'interface de sortie. Alors maintenant, essayons de
de relayer disons, les caractéristiques géométriques du prisme à ses caractéristiques optiques à travers l'angle au sommet A. Alors si on prend... Alors je vais noter ce point-là J. Voilà. Alors si on prend le polygone AIJ et prime, donc je vais considérer le polygone AIJ et prime. Donc dans le polygone AIJ et prime, on a la somme des angles égale 2π. Ça veut dire que l'angle au sommet A plus l'angle au point I plus l'angle au point J plus l'angle au point I' égale 2π. Alors, revoyons notre figure. Alors maintenant, si on revoit notre figure, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'angle au point I, dans le polygone AIJI', il est égal à π sur 2. Et la même chose pour I'. Donc c'est π sur 2. Ce qui permet d'avoir la relation suivante. Ceci permet d'écrire que A plus J égale à π. La deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est que si on prend maintenant le triangle II'J, donc dans le triangle II'J, on a la somme des angles, ça veut dire I plus I' plus J égale à π. Et dans le triangle II'J, on sait que, revoyons notre schéma, on a I égale à R, I' égale R', et J n'est pas défini. Donc on doit calculer J. Parce que c'est le même angle dans le polygone AIJI'. Donc notre J, cette fois-ci, il est égal à π moins R moins R'. On a remplacé I par R et I' par R' dans le triangle II'J. Alors maintenant, si on utilise les deux relations, ça veut dire si je prends cette relation et je la couple à notre nouvelle relation, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que A plus π moins R moins R' égale à π. Ça veut dire que A égale R plus R'. Voilà. Donc l'angle au sommet, il est relié au premier angle de réfraction et à l'angle d'incidence sur l'interface de sortie par la relation A égale R plus R'. Alors la dernière chose à établir, c'est ce qu'on appelle la déviation du prisme. Alors la déviation du prisme, pour la comprendre, on va extrapoler le support d'il y a le rayon incident. Voilà. Ça, c'est le support d'il y a le rayon incident. Et ça, c'est le support d'il y a le rayon émergent. Et la déviation, ça sera cet angle entre les deux supports. Le support d'il y a le rayon incident et le support d'il y a le rayon émergent. C'est ça D. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est d'essayer de trouver l'expression de D. Alors, pour trouver l'expression de D, au lieu de chercher l'expression de D directement, on va essayer de décomposer D en deux angles. Le premier angle, il représente la déviation du rayon incident par rapport au support du premier rayon réfracté. Et
le deuxième angle, c'est la déviation du rayon émergent par rapport au support incident sur l'interface de sortie. Ça veut dire au niveau du point I'. Alors, ce qu'on va faire, c'est d'écrire ça d'une manière mathématique. Donc, je vais écrire que D, l'angle de déviation, il est formé par deux angles, D1 plus D2. Avec D1, c'est la déviation du rayon réfracté par rapport au rayon incident. Alors, si vous revoyez votre schéma, vous allez remarquer que cette déviation n'est autre que la différence entre, c'est ça la déviation, D1, c'est ça D1, ça c'est D1, et ça c'est tout simplement I, l'angle I, tout ça, ça c'est l'angle I, ça c'est I, c'est I moins R, ok? Donc on va écrire que D1, c'est I moins R. Et de la même manière, on va écrire que D2, revoyons notre schéma, D2 c'est quoi? C'est la déviation par rapport au rayon incident. C'est ça le rayon incident, donc ça c'est R, c'est ça R. Je m'excuse, c'est pas ça. J'ai dû me tromper. R c'est ça. C'est entre la normale et le support le rayon incident. Voilà. Le support c'est celui-là. Donc c'est ça R prime. Et ça c'est I prime. Et la déviation c'est ça. D2 c'est ça. Donc D2 ça sera I prime moins R prime. Donc j'aurai ici, je reviens à l'expression, j'aurai D2 égale I prime moins R prime. Ce qui me permet d'écrire D, la déviation du prisme, c'est I plus I prime moins R prime. Et je peux remplacer moins R prime par moins A, parce que A il est égal à R plus R prime. Donc j'aurai en fin de compte D égale I plus I prime moins A. Ce sont les quatre relations du prisme. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer d'étudier la condition d'existence du rayon émergent au niveau de l'interface de sortie. Pourquoi on va faire cette étude? Parce que on sait que n, il est supérieur à n0. Ça veut dire qu'on va passer d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. Et lorsqu'on fait ce type de passage, on a toujours le problème de la réflexion totale. Donc pour que le rayon émergent existe, il faut que l'angle d'incidence sur l'interface de sortie soit inférieur à l'angle limite sur cette interface. Alors écrivons d'abord l'expression de l'angle limite au niveau de l'interface de sortie du prisme. Donc au niveau de l'interface de sortie, du prisme, on a l'expression de l'angle limite, c'est, je vais le noter RL. RL, c'est, disons, l'arc sinus, du milieu le moins réfringent, ça veut dire 1, sur le milieu le plus réfringent, l'indice optique du milieu le plus réfringent. Donc ça sera l'arc sinus de 1 sur n, que je peux noter aussi comme la fonction réciproque de le sinus moins 1 de 1 sur n. Voilà, ce sont deux notations équivalentes.
Or, pour que le rayon émergent existe, la seule condition qu'on doit avoir, c'est que R' doit être supérieur, je m'excuse, doit être inférieur, c'est pas supérieur, doit être inférieur à l'angle limite RL. Ce qui revient à prendre que A moins R doit être inférieur à RL. Alors maintenant, si je prends le sinus si je fais un réarrangement au niveau de cette formule, je vais trouver que R doit être supérieur à A moins RL. Voilà. Maintenant, prenons le sinus des deux côtés. J'obtiens le sinus de R doit être supérieur à sinus de A moins RL, sachant que le sinus est une fonction croissante entre 0 et pi sur 2. Donc, multiplions des deux côtés par n. Donc, j'aurai n sinus de R doit être supérieur à n sinus de A moins RL. Et ça, c'est le sinus de I, l'angle d'incidence. Il doit être supérieur à n sinus de A moins RL. Ça veut dire qu'il existe un angle minimal au-dessous duquel le rayon émergent n'existe plus. Donc si I est inférieur à, disons, le sinus moins 1 de n sinus de A moins RL, le rayon émergent n'existe plus. Et on aura réflexion totale au point I'. Donc la condition pour que le rayon émergent existe, c'est que I doit être supérieur ou égal à sinus moins 1 n sin de A moins RL. Voilà. Ça, c'est la condition d'existence du rayon émergent. Alors, il faut noter que l'angle d'incidence, il est compris, donc cela implique que l'angle d'incidence, il est compris entre I min et pi sur 2, appartient à cet intervalle. Avec I min, c'est le sinus moins 1 de n sin de A moins l'angle limite. Voilà. Donc ça, c'est une condition, disons, liée. C'est une condition sur l'incidence. Alors après, on va voir dans le TD, comment on peut contrôler l'angle de déviation. On a vu que l'angle de déviation s'écrit comme étant I plus I' moins A. Donc on va voir dans le TD comment varie D en fonction de I. Comment varie D en fonction de A, l'angle au sommet. Et comment varie D en fonction de l'indice optique. Ça veut dire en fonction du matériau utilisé pour réaliser le prisme. Ces trois dépendances, on va les étudier en TD. Alors, il existe une autre contrainte pour que le rayon émergent existe. Cette contrainte va dépendre cette fois-ci disons, d'un paramètre géométrique. Or, pour que le rayon émergent existe,
existe. Il y a une contrainte à satisfaire pour l'angle au sommet A. Donc essayez de découvrir cette contrainte. Je vais revenir sur ça dans le TD. Donc, on a à corriger.